Adilson Borges, bonjour. Vous êtes le tout nouveau DG de Rennes School of Business. Vous avez une expérience dans les grandes écoles, mais vous venez de la grande distribution. Et puis il y a une chose qui me fait sourire à chaque fois que je regarde LinkedIn, c'est votre petite phrase de présentation, agriculteur de talent. Tout à fait. Alors, bonjour. Ça veut dire quoi exactement? Bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors moi j'y crois vraiment déjà, moi j'ai une histoire dans ma famille où mes parents ont été les premiers qui sont partis finalement de la campagne pour venir en ville. Et c'était grâce à l'éducation qu'ils ont fait aussi, qu'ils ont eu la capacité et la possibilité de construire une vie meilleure pour nous. Et moi je crois que l'éducation en fait, elle est fondamentale dans la vie de tous et chacun. Et je ne crois pas que ça soit, je crois que c'était Franklin Roosevelt qui disait que apprendre, enseigner, ça n'est pas remplir un vase, mais c'est allumer un feu. Et je crois beaucoup à ça dans le sens où l'agriculteur, pour moi, et l'agriculture, on sème les graines, on s'occupe du terrain, mais la plante, si les conditions sont bonnes, elle se développe. Et moi, je crois que chaque être humain est comme ça. Chaque être humain est une graine en potentiel de devenir toujours meilleur. Meilleur qu'hier, peut-être moins bon que demain, mais sans doute toujours en train de se développer et de grandir. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression, cette notion d'agriculteur de talent. Donc à Rennes, vous allez avoir un champ extraordinaire. Alors vous êtes tout récent DG, je crois 2 mois 3 mois là maintenant, aujourd'hui. 3 mois, tout à vous fait. venez à la grande distribution, même si vous avez fait un passage dans les grandes écoles. Quelles sont vos premières impressions ? Puisque vous venez d'un monde de la grande distribution. Absolument. Alors moi, j'ai eu le bonheur de travailler effectivement pour Carrefour pour 7 ans, où j'ai dirigé l'université Carrefour. Donc j'étais déjà aussi dans cette partie formation et développement, toujours un agriculteur de talent, mais appliqué à un autre domaine. Et mes premières impressions à Rennes, elles sont, bon déjà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui, tout le monde qui connaît Rennes le sait, c'est le caractère international de cette école. C'est incroyable. C'est un bonheur de se balader dans les couloirs et à l'accueil, parler anglais, passer un peu plus, retrouver un étudiant mexicain ou un autre australien et échanger sur ces différentes cultures, sur ces différentes manières de voir le monde. Ce qui est très important aujourd'hui dans notre monde, parce qu'on en a tendance, vous savez, avec tout ce qui est bulle Internet, avec tout ce qui est fake news, de se rester un peu dans son milieu, de parler aux gens qui pensent comme nous, ou dans lequel les algorithmes nous mettent avec des gens similaires. Et ben moi, je pense qu'il faut aller vers les autres, rencontrer les autres. Et ça, c'est sans doute l'international. C'est le mot-clé pour moi quand on pense à Rennes School of Business. Alors c'est vrai que c'est un marqueur historique, international pour Rennes, bien avant que l'international ne devienne quasiment une obligation pour les grandes écoles. Tout à fait, exactement. On en a depuis 30 ans et au tout début déjà, l'école était très international. C'était un des axes majeurs qui avait été développé. Je me souviens d'un vieux partenariat avec Oxford. Oui, exactement, tout à fait. Qui était un des plus gros partenariats internationaux qui existait à l'époque. Vous avez tout à fait raison. C'était vraiment les prémices de cette internationalisation qui aujourd'hui s'est fait pour plus de 350 partenariats partout dans le monde. Mais je crois que l'ADN, il reste là. C'est-à-dire que plus de dire que 90% des profs sont internationaux, que l'ensemble de nos cours sont en anglais, on en est vraiment dans un environnement qui respire l'international. Vous avez plus de 100 nationalités aujourd'hui sur le campus. Vous faites un tour du campus, vous faites un tour du monde. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est ce qui vous a séduit? C'est ce qui vous a poussé à accepter finalement à prendre ce poste? Je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont vraiment séduit. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire ces caractères, cet ADN très fort de l'international, parce que ça montre une ouverture au monde dans les temps qui sont les nôtres. Je trouve ça très important. Et puis je crois que le deuxième élément, c'est aussi une école qui a toujours été très innovante dans ses approches, et notamment dans des approches d'expérience d'apprentissage. Moi, vous savez, je pense qu'on en a eu le présentiel, on en a eu le distanciel, et là maintenant je pense qu'on a l'expérientiel. Et l'expérience d'apprentissage, moi je crois, il compte pour beaucoup. Et l'école, c'était une des premières écoles par exemple à utiliser, à donner des crédits au temps que les étudiants passaient et les activités qu'ils faisaient dans les associations. Et moi je pense que quand on est dans une association, par exemple, on développe des projets, parfois de plusieurs milliers d'euros, on en a des gens qui vont s'occuper de la finance, d'autres qui vont s'occuper de la RH, etc. Et c'est une vraie expérience et qu'il faut réfléchir pour acquérir ces connaissances-là, pour après les appliquer en entreprise. Et quand vous parlez d'association, qui n'a pas connu le fameux Quatre Trophy dont Rennes était un des initiateurs? Tout à fait. Alors, vous arrivez sur une très belle école, qui a des accréditations internationales. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? C'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, il y a un très fort ADN, il y a une colonne vertébrale et une vraie réputation à RSB. Aujourd'hui, quand on regarde, on est non seulement triple accrédité, mais on est vraiment une école qui a un très fort engagement avec le développement de nos jeunes. Moi, je pense que
ce qu'il faut accompagner dans le changement, c'est de continuer à pousser encore plus loin sur nos atouts. Je vous donne un exemple et après, ensuite, je parlerai un peu du modèle de leadership qu'on en a en tête. L'exemple très concret, là encore, l'international. Elle était vraie dès le début, elle est présente dans notre ADN, mais aujourd'hui, toutes les écoles, d'une certaine façon, sont internationales. Et avec des campus. Exactement, parfois même par des campus en étranger. Nous, on a fait l'option de ne pas les avoir parce qu'on croit peut-être même que les expériences d'apprentissage peuvent avoir lieu partout, dans l'entreprise, dans d'autres salles, même chez nos partenaires, donc il n'y a pas de différenciation de ce point de vue-là. En revanche, ce que je pense qui est important, c'est de maintenant se baser sur cet ADN, sur ce socle qui est à l'international, qui nous rend humble, puisqu'on va vers l'autre, qui nous rend aussi très curieux de connaître l'autre, son monde, son angle de vue, son point de vue, sa manière de voir le monde, et qui nous permet du coup d'être beaucoup plus innovant. Parce que quand on en a voyagé, quand on en a passé du temps à l'international, quand on a parlé avec un collègue d'une autre culture et qui fait les choses peut-être un peu différemment, eh bien on se dit, c'est peut-être pas toujours comme ça. Et quand on se dit cette question-là, quand on va dans l'entreprise demain, on peut très bien se dire, peut-être qu'on peut faire les choses différemment. On en parlait tous les deux tout à l'heure du téléphone portable et de faire des vidéos aujourd'hui avec des téléphones. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été attaché à une manière de faire d'autrefois, sera peut-être un peu plus résistant au changement, alors que nos étudiants, de par le fait d'être exposés dès le début, ils sont toujours des agents de transformation qui vont accélérer les transitions dans les entreprises. Vous diriez que l'école est une école innovante ? Oui, je pense. Je pense que Rennes School of Business est une école très innovante. Et nous allons d'ailleurs accélérer ces innovations-là. Nous allons pousser cela beaucoup plus loin. D'où le terme de frame thinking ? Exactement, exactement. C'était déjà un positionnement très fort de l'école. Un frame thinking en bon français, ça veut dire quoi ? C'est penser en dehors du cadre. Pas de limite à la réflexion. Exactement. Et puis surtout de regarder les process tels qu'ils sont aujourd'hui dans nos organisations, les manières de faire, les manières de fonctionner, et de s'interroger. Est-ce que c'est toujours la meilleure façon ? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aborder ces problèmes ? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ? Et ça, pour les entreprises aujourd'hui, notamment dans le monde qu'on est, qui est très changeant, avec les technos qui viennent de partout, c'est la bonne approche. Mais concrètement, ça va se traduire comment ? Alors, on peut partir d'un postulat, mais ensuite, il faut le transmettre, il faut le mettre en œuvre. Absolument. Je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux là-dessus. D'abord, il faut vraiment essayer de comprendre de quel leader les entreprises ont besoin. Quel est le type de profil ? Quelles sont les caractéristiques dont les entreprises, dont les organisations cherchent à se nourrir pour pouvoir elle-même se transformer. Et moi, je pense qu'il y a non seulement un on-frame thinking, ou quelqu'un qui pense en dehors du cadre, mais je pense qu'il y a vraiment un on-frame leader, c'est-à-dire un leader hors du cadre. Un leader qui est capable, oui, de penser, d'être créatif, de proposer l'innovation, de réfléchir d'une façon différente, ce qui est très difficile, facile à dire mais difficile à faire, mais aussi un leader qui sait connecter avec les autres, parce que seul, on ne fait strictement rien, et qui sait aussi porter le changement. Donc pour moi, il y a 3 C dans ces leaders que j'idéalise et qu'on forme aujourd'hui à Rennes School of Business. Un leader qui create, connect and change, qui fait de la créativité, qui est capable de connecter avec les autres pour construire l'innovation, mais aussi de porter le changement dans les organisations. Alors justement, on va parler un peu des programmes qui permettent ça. Rennes a évidemment toute la palette des programmes, du bachelor au programme grande école, en passant par des MSI et des masters spécialisés. Un petit point d'actualité, est-ce que le recrutement des élèves de classe préparatoire, alors qu'ils soient économiques, voire littéraires d'ailleurs, est-ce que c'est toujours important pour Rennes ? C'est fondamental. Moi, j'y crois beaucoup au modèle de classe prépa. Je pense que ça forme des jeunes qui sont très complémentaires aujourd'hui et je crois qu'ils apportent une richesse, une culture générale, une façon de regarder le monde qui est très complémentaire avec d'autres types de filières. Et je pense que c'est dans la diversité, dans l'inclusion et justement dans cette capacité de confronter des points de vue différents qu'on va générer cette envie, cette ouverture et cette capacité d'innover, ce qui pour nous est fondamental. Donc les classes prépa, plus que jamais, sont très bienvenues à Rennes School of Business. Alors on ne va pas rentrer dans les détails des programmes tellement ils sont nombreux, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de manière dont l'innovation va se faire à Rennes, voilà, soit en termes de process, soit en termes de programme ? Bien sûr. Moi je pense que l'innovation, elle doit être partout dans nos organisations et elle doit être partout à l'école. Et je crois que si on donne des exemples concrets, je crois qu'il y a à la fois des exemples qui sont plus liés à la tech, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui du côté humain, de l'expérience d'apprentissage qui doit être plus humaine que jamais et qui peut justement être très 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 important pour les étudiants. Je vous donne 2 exemples concrets. Sur la partie tech, aujourd'hui, il est clair que l'événement de tout ce qui est Generative AI transforme profondément la façon d'enseigner, la façon d'interagir avec les étudiants. Nous, on croit fortement que cela doit être intégré. De toute façon, les jeunes aujourd'hui, à la maison, depuis le plus bas âge, ils sont déjà en train de tapoter l'ordinateur, peut-être de poser des questions à ChatGPT et d'interagir avec ces types de technologies. Or, nous, on doit les intégrer pour faciliter et construire des expériences d'apprentissage différentes.
Par exemple, nous avons lancé un MVP, un Minimum Viable Product, une innovation, premier prototype, c'est ça le mot que je cherchais, qui va tout simplement aider les étudiants quand ils font des études de cas. Vous savez, les études de cas qu'on utilise beaucoup dans les écoles de commerce. Basique. Exactement, qui est super intéressant parce que ça donne l'occasion aux étudiants de réfléchir sur une vraie problématique entreprise. Et demain, chez nous, grâce à cet outil, ils peuvent non seulement réfléchir déjà, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils pourront aussi poser des questions au CEO de l'entreprise, qui est en fait la machine et qui répond comme s'il était le CEO parce qu'il a lu le cas avant et il peut se positionner comme tel. Ça permet aux étudiants d'avoir une interaction qui est beaucoup plus riche et donc d'avoir un scénario qui est beaucoup plus intéressant et donc un apprentissage plus important. J'allais juste rebondir sur la partie humaine aussi. Est-ce que vous voulez que je fasse ça tout de suite? Non, parce qu'en fait, c'est important pour moi, parce que quand on parle de tech, et je pense que toutes les écoles y sont, et c'est tant mieux, parce que je crois que c'est une vraie révolution, notamment la générative AI. Mais quand vous pensez bien, moi je crois très sincèrement qu'un des points essentiels pour nous, c'est de transformer l'expérience d'apprentissage. Je vous parlais tout à l'heure de passer d'un mode qui est vraiment plus expérientiel. Moi, on en a mis en place avec l'équipe très récemment un modèle de reverse mentoring, par exemple, qui pour moi est très important. C'est une expérience nouvelle pour les étudiants qui est différente et qui, je pense, beaucoup plus apprenante. Concrètement, en quoi ça consiste? C'est plutôt que l'étudiant aille apprendre d'un maître, de quelqu'un qui connaisse le sujet et qui lui transmet, qui lui mentore. Et nous, c'est le contraire. On va prendre des choses que le jeune a appris et peut-être apporter ça en entreprise. Là, en l'occurrence, on en a, vous savez, dans le bassin breton, on en est très fort sur tout ce qui est cybersécurité. Nous avons un partenariat avec tous les acteurs de la région et on en a mis en place des formations pour nos étudiants sur la cyber. Comment protéger votre entreprise, votre organisation des attaques cyber. Et à la fin du cours, plutôt que de faire un énième examen sur table dont personne ne veut entendre parler et dont ce n'est pas vraiment informatif, on peut très bien demander aux étudiants de dire ce que vous avez appris maintenant. Mettez ça sur la forme de 10 règles de base pour éviter d'être attaqué en entreprise et allez faire du reverse mentoring, allez voir des patrons de petites PME, allez voir des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de petites écoles locales pour les aider. En discutant avec eux, vous passez une heure, vous dites, voilà, il y a 2-3 astuces que vous pouvez appliquer, qui sont faciles et qui peuvent vous permettre de vous protéger davantage. Alors, sincèrement, peut-être, il y en a 2, 3, 4 entreprises, même des hôpitaux, on voit tous les jours des hôpitaux qui sont attaqués, c'est quand même incroyable ce qui se passe à ce moment. Si on peut éviter qu'un hôpital seulement soit attaqué, qu'une école soit attaquée, on sera déjà heureux. Et en plus, les étudiants apprennent davantage. Parce que quand on enseigne bien ce qu'on apprend bien. Donc je pense que ça, c'est un vrai outil pédagogique et c'est une vraie innovation humaniste qu'on met en place à RSB. Puisque vous parliez des entreprises, quel regard vous portiez quand vous étiez justement chez Carrefour, pour ne pas les citer, quel regard vous portiez sur les grandes écoles et sur les diplômés des grandes écoles que vous pouviez côtoyer à l'époque? Bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne question, Nicolas. Moi, je trouve très sincèrement qu'on a une chance inouïe en France parce qu'on en a quand même un système des grandes écoles qui est très puissant et très fort. Quand vous regardez dans tous les classements internationaux, les grandes écoles françaises... Ça se passe très bien. Elles se passent très bien. Parce que c'est des écoles qui ont toujours investi dans l'entreprise, c'est des écoles qui ont toujours été présentes avec les entreprises, qui ont toujours su, notamment les dernières années, renforcer aussi cette partie recherche, une recherche qui est très rigoureuse, scientifique, mais aussi très pertinente pour les organisations et pour nos jeunes, ce qui nous permet d'être vraiment à la pointe. Et donc ça, moi, le regard que je portais déjà à l'époque, c'était un regard j'étais très fier de recruter des étudiants qui venaient des grandes écoles au sens large, parce que je crois qu'ils étaient avec une tête bien faite, mais aussi avec une capacité d'action qui était importante pour nous et une capacité d'apprentissage qui était très importante, je pense, pour toutes les entreprises. Alors, en règle générale, quand j'échange avec les DG, ils m'exposent souvent qu'ils ont des ambitions pour leur école. Figurer dans le top 20 des écoles européennes, dans le top 30 mondial, dans le top 5 ou 10 français. Et vous, quelles sont vos ambitions pour Rennes? C'est une excellente question, Nicolas. Moi, je pense que, très sincèrement, le fait d'être top quelque chose dépend du marché, dépend des étudiants, dépend des familles, dépend des entreprises. Ça ne dépend pas de nous. Nous, notre engagement très fort, c'est d'être proche de nos étudiants et d'être très sincèrement orienté vers le développement de leurs compétences. Pas simplement les compétences de demain, parce qu'elles vieillissent très vite, les compétences aujourd'hui, mais cette capacité non seulement de donner le poisson, mais aussi d'apprendre à pêcher et de faire en sorte que les étudiants soient en permanence en train de se développer et d'être en capacité de s'adapter à un monde qui va très très vite. Et ça, c'est un engagement majeur, un engagement ferme avec le développement des compétences de nos étudiants. Le deuxième élément pour moi, c'est vraiment l'international, renforcer ça, garantir cette ouverture qui permet à ces jeunes esprits de pouvoir
challenger les status quo et d'apporter quelque chose de nouveau. Vous savez, les défis sont immenses dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je regarde pour mes enfants, j'imagine pour mes petits-enfants demain, des sujets de sustainability qui peuvent parfois paraître un peu greenwashing, qui peuvent paraître un peu superficiels et qui sont pourtant très importants. C'est de la survie de notre espèce sur cette planète dont on parle. Et je pense que allier business, ne pas faire du business un obstacle au développement durable, mais le faire plutôt un allié, c'est une des raisons d'être qui doit nous motiver. Et c'est à ça qu'on s'engage, nous, à RSB. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes écoles, les mots qui reviennent les plus souvent, c'est quoi? C'est RSE, développement durable, société à mission. Vraiment, c'est les termes que l'on entend très régulièrement. C'est parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans nos organisations. On en fait qui reflétait finalement les besoins des entreprises. Les entreprises se rendent compte que d'abord, il y a peut-être 30-40 ans, elles étaient focalisées sur le profit et elles étaient focalisées sur un groupe de stakeholders, de parties prenantes, pardon, qui étaient les actionnaires. Aujourd'hui, on en a vu que ce modèle-là, il nous amène à des vrais dilemmes, puisque on peut peut-être produire moins cher, certes, mais en faisant des produits venir de très loin, de Chine ou d'autres, avec des impacts écologiques qui ne sont pas au rendez-vous. Donc toute la question, c'est comment on peut faire que ce modèle économique de développement soit, qu'on le continue, qu'on le pousse, qu'on le développe, mais tout en protégeant la planète, en trouvant d'autres types de ressources, pour qu'on soit presque des organisations qui non seulement donnent de l'argent aux actionnaires, qui créent de la valeur aux actionnaires, mais qui créent aussi de la valeur pour l'ensemble de leur écosystème, y compris la planète. Alors on va changer complètement de sujet. Avant de prendre ce poste, vous connaissiez Rennes? J'ai connaissais Rennes et j'ai eu la chance, en fait, Nicolas, de faire mon doctorat à l'université de Rennes. Et donc je suis, en fait, quand je suis arrivé en France, le premier endroit qui m'a accueilli, la première ville qui m'a accueilli, c'était Rennes. J'ai fait mon doctorat là-bas. Donc je connaissais bien la ville et la région, une ville avec laquelle j'ai beaucoup d'attaches. Donc une dynamique pour votre école? Absolument. C'est un dynamisme incroyable, des entrepreneurs qui sont très tournés aussi vers l'international. Et ça va bien aussi avec l'école. On en a des entreprises emblématiques de la région qui sont très fortes, mais il y a aussi un dynamisme économique qui fait que de nouvelles entreprises s'y développent. Je pense notamment à la cybersécurité, encore une fois, pour redonner cet exemple, qui développe très très vite aussi des activités dans la région. Alors on ne le sait pas toujours, mais Rennes, c'est aussi un campus à Paris? Absolument. On en a un campus depuis quelques années qui est plutôt centré dans un premier temps sur la partie de développement continu, tout ce qui est Exec Education, et on va continuer à le développer avec beaucoup plus de force, je pense notamment dans nos zones un peu d'expertise et de différenciation, mais on en a aussi quelques masters qui fonctionnent déjà, et on ouvre là en septembre de cette année un programme bachelor, une classe bachelor de coup sur le campus de Paris également, qui est juste à côté de la gare Saint-Lazare, vraiment très bien placé au centre de Paris. Puisque vous avez cette expérience de la grande entreprise, est-ce que finalement on peut faire bouger les lignes d'une grande école de la même manière qu'une entreprise? Je pense que les ressorts, les leviers se ressemblent beaucoup. C'est partager avec les équipes, et notamment avec le corps professoral, les équipes administratives, le corps étudiant, une vision nouvelle, en disant voilà vers quoi le marché va, voilà de quoi les entreprises, les organisations ont besoin demain, et voilà comment nous on peut contribuer à cet développement. Et je crois que les leviers du changement, c'est aussi donner du sens, c'est aussi passer du temps avec les équipes, et vous savez, être très humble, parce que je rencontre tous les jours de gens qui sont d'une très grande capacité intellectuelle, que ce soit nos collègues professeurs, que ce soit nos collègues administratifs, et qui ont qu'une envie, être aussi au service des étudiants pour les former, pour qu'ils soient meilleurs demain de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, quand on est là-dedans, si on sait écouter, si on sait identifier, si on sait aussi présenter une vision des choses parfois différentes, là encore, dans cette diversité, je suis sûr qu'on trouve toujours les meilleures idées, et c'est comme ça qu'on transforme une école pour que les étudiants et les leaders qui sortent de cette école transforment la société demain. Addison Borges, merci pour cet échange. Merci beaucoup, merci à vous Nicolas de m'avoir accueilli aujourd'hui.